Il s'est avéré que le Kremlin s'est plaint aux Américains des frappes ukrainiennes contre les aérodromes russes. En fait, Sergueï Lavrov a appelé Marc Rubio après les frappes de l'Ukraine contre les aérodromes de la Fédération de Russie et a dit que cela n'était pas acceptable. Washington devrait faire pression sur Kiev pour qu'elle cesse ses agissements. De plus, en ce moment, les médias américains ont commencé à écrire que les frappes de drones avant les négociations de paix à Istanbul ont mis l'autorité de Donald Trump en danger. Et maintenant, il ne peut tout simplement pas quitter les négociations comme ça. Sinon, il subira d'énormes risques pour sa réputation. En plus de cela, une publication britannique écrit au sujet des frappes contre les bases aériennes de la Fédération de Russie de la manière suivante. Trump s'est trompé en pensant que l'Ukraine n'a pas de carte. Eh bien, et ensuite ? La publication écrit que la Russie ne pourra plus utiliser les Tu-95 ou les Tu-22 pour des frappes à longue portée contre les villes pacifiques ukrainiennes. Voyons ensemble ces analyses des médias occidentaux sur les frappes de drones ukrainiens contre les aérodromes russes. Et l'essentiel que nous allons discuter, c'est comment Lavrov s'est plaint à Marc Rubio de l'attaque de l'Ukraine contre le territoire russe. Je m'appelle Alexei Pesci. Aujourd'hui, nous sommes le 2 juin. Parlons de tout dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de laisser votre commentaire en dessous. En plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram. Le lien vers celle-ci se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, il s'est avéré que, au département d'État des États-Unis, ils ont admis aujourd'hui et raconté que le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, a appelé d'urgence le secrétaire d'État américain, Marc Rubio, dimanche, pour se plaindre d'une attaque ukrainienne massive contre les aérodromes russes. Comme l'écrit le département d'État des États-Unis, citation, le secrétaire d'État Marco Rubio a parlé avec le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Lavrov, à la demande de la Russie. Le secrétaire d'État Rubio a réitéré l'appel du président Trump à poursuivre des négociations directes entre la Russie et l'Ukraine afin d'atteindre une paix durable. Dans le même temps, les médias russes ont écrit que Lavrov et Rubio ont discuté des perspectives de règlement de la guerre en Ukraine et des négociations russo-ukrainiennes prévues pour aujourd'hui. En Turquie, la situation liée à la crise ukrainienne a été discutée, selon la déclaration du ministère russe des Affaires étrangères. Dans le même temps, en Russie, il est également rapporté que Marco Rubio aurait exprimé ses condoléances en lien avec la mort de personnes à la suite du sabotage de 2 ponts dans les régions de Koursk et de Briansk. Cependant, le site du département d'État américain ne mentionne aucune condoléance exprimée par quiconque. Mais maintenant, il y a des fuites d'informations selon lesquelles Lavrov aurait dit « Oui, comment cela se fait-il ? Pourquoi avez-vous permis que l'Ukraine porte une frappe aussi massive contre la Russie ? Nous espérions pourtant que Donald Trump ferait vraiment pression sur Kiev, et Donald Trump essaye de faire pression. Mais il s'avère que ce n'est pas suffisant pour que l'Ukraine prenne et arrête complètement toutes les attaques. Eh bien, comme on le sait, hier, la Russie a subi des frappes stratégiques, car le service de sécurité de l'Ukraine a mené une opération d'envergure appelée Pautina, visant à détruire les avions de l'aviation stratégique de la Fédération de Russie. Selon le service de sécurité de l'Ukraine, au moins 41 avions ont été touchés. Je précise qu'il s'agit d'appareils détruits et endommagés. Ce sont tout de même des notions différentes. Les pertes des occupants sont estimées à plus de 7 milliards de dollars. Il s'agit des avions, Tu-160, Tu-22 et Tu-95. De plus, dans la nuit du 1er juin, des ponts routiers se sont effondrés dans les régions de Briansk et de Koursk. Dans le premier cas, des débris sont tombés sur un train de passagers qui passait en dessous à ce moment-là. Et voilà que les Russes affirment que Marco Rubio aurait exprimé ses condoléances à propos de l'effondrement de ces ponts. Mais il est intéressant de voir comment les médias américains réagissent actuellement à ces frappes. Et pas seulement du côté ukrainien, mais aussi du côté russe. Et voici que la publication écrit que les frappes de drones avant les négociations de paix ont mis l'autorité de Donald Trump en danger. Et voici que la publication rappelle à tous ceux qui écrivent dans mes commentaires que maintenant, une riposte viendra sûrement des Russes. Il ne fallait pas faire cela. La publication rappelle que dans la nuit de samedi, la Russie a lancé sa plus grande attaque de drones contre l'Ukraine depuis le début de la guerre à grande échelle. À ce moment-là, la Russie a utilisé 472 drones. Dimanche, à la suite d'une frappe de missiles russes, au moins 12 militaires ukrainiens ont été tués et plus de 60 ont été blessés sur le terrain d'entraînement. Comme il l'écrit, au fil des événements,
Sa déception ne cesse de croître. Le président américain Donald Trump, qui se vantait auparavant de pouvoir mettre rapidement fin à la guerre en Ukraine, observe désormais de côté alors que la pierre angulaire de sa politique étrangère déclarée semble sérieusement vaciller. Ni sa pression sur le dirigeant ukrainien, que Donald Trump a critiqué dans le bureau ovale, ni sa récente critique du dirigeant du Kremlin ne semblent avoir rapproché les deux parties d'un accord de paix. Il est à noter que Donald Trump dispose toujours de puissants leviers qu'il peut utiliser s'il le souhaite. Par exemple, l'imposition de nouvelles sanctions sévères, telles que celles soutenues par une écrasante majorité au Sénat du Congrès américain. Cela peut aussi impliquer d'ajuster l'aide militaire américaine pour augmenter significativement les dépenses liées à la poursuite de la guerre. Ces mesures, bien que possiblement non décisives, signaleront l'engagement des États-Unis d'Amérique. Il est important que, au lieu de cela, Donald Trump dise qu'il peut simplement se retirer de tout ce chaos. Il insiste pour dire que c'est peut-être la guerre de Joe Biden, ou bien la guerre de Vladimir Poutine et de Vladimir Zelensky, mais certainement pas la sienne. Et dans l'article, il est dit « Mais partir, et il n'est pas clair ce que cela signifie, du point de vue de la politique des États-Unis d'Amérique, pourrait ne plus être une option, du moins pas partir indemne. » Son propre désir persistant de mettre fin à la guerre en Ukraine, ainsi que son implication personnelle dans les affaires des dirigeants ukrainiens et russes, signifie que Donald Trump et les États-Unis sont désormais inextricablement liés au résultat. Selon les journalistes, c'est pourquoi les événements sur le champ de bataille et à la table des négociations à Istanbul sont suivis de si près. Malgré les tentatives régulières de s'en dissocier, la guerre en Ukraine est en grande partie devenue la guerre de Donald Trump, dont l'autorité, ainsi que celle des États-Unis en Amérique, ne tient désormais qu'à un fil. Il n'aurait pas dû se vanter de son courage et de sa capacité à mettre fin à la guerre en 24 heures. D'un autre côté, la publication écrit que Trump s'est lourdement trompé lorsqu'il criait que Zelensky et l'Ukraine n'avaient aucune carte en main. Comme l'écrit la publication, le président des États-Unis, Donald Trump, a affirmé à plusieurs reprises que l'Ukraine n'avait aucune carte dans cette guerre. Cependant, le 1er juin, Kiev a mené une opération secrète qui pourrait changer l'équilibre des forces. Dans le cadre de cette opération, les services spéciaux ukrainiens ont livré en contrebande plus de 150 drones dans des compartiments cachés sur les toits de conteneurs de transport. À leur arrivée, les drones ont été lancés. Et ils ont frappé au moins 5 aérodromes, profondément à l'arrière russe, détruisant des dizaines de bombardiers lourds de l'époque soviétique capables de transporter des armes nucléaires. D'après la publication, une centaine de drones munis d'explosifs ont atteint secrètement la Fédération de Russie. Le système ramifié des services de contre-espionnage russes ne les a pas remarqués. Et d'une simple pression sur un bouton, les conteneurs s'ouvraient et un essaim de drones attaquait les cibles, des rangées de bombardiers russes qui étaient ravitaillés et prêts à décoller. Selon la publication, le moment de cette opération secrète et cinétique, choisie avec soin par l'Ukraine, était idéal de leur point de vue. L'opération a été menée à la veille des négociations de paix à Istanbul, et les Russes se sont rendus en Turquie malgré la réticence de Moscou à accepter un cessez-le-feu. Donald Trump est agacé que Vladimir Poutine, soudainement devenu fou, ne mette pas fin à la guerre comme un service personnel pour lui, et il se lasse de s'occuper d'une diplomatie inutile. Dans le même temps, le président des États-Unis n'a fait aucune déclaration concernant une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine, qui a besoin de défense antimissiles, d'artillerie à roquettes et de munitions pour les obusiers. L'Ukraine continue de frapper les troupes russes sur leur territoire, infligeant des frappes à son adversaire sur une terre prétendument imprenable et détruisant un pourcentage significatif de ses ressources irremplaçables. De la flotte de bombardiers. Et il a cité rapporté que Kiev n'avait pas prévenu l'administration Trump à ce sujet. Dans l'ensemble, l'opération a apporté à l'Ukraine un regain de morale extrêmement nécessaire, alors que la guerre entrait dans une phase prolongée d'épuisement. Elle pourrait également renforcer le soutien à l'Ukraine parmi les républicains pro-ukrainiens. Les États-Unis, de plus en plus préoccupés par l'incertitude de l'administration Trump, ajoutent que cette opération a démontré que l'Ukraine continue de se battre, quels que soient les sombres propos venant de la Maison-Blanche. Il est également noté que les actions de l'Ukraine avec les drones ont troublé Trump, ainsi que Poutine. Selon des sources, Tulsi Gabbard est la directrice du renseignement national de Trump. Il envisage la possibilité de remplacer les briefings quotidiens du président par des extraits vidéo similaires à ceux qu'il mène.
dans une tentative désespérée de forcer le commandant en chef des États-Unis à respecter ses prérogatives en matière de sécurité nationale. À la fin de l'émission, j'ajoute sur ma chaîne Telegram les informations que vous m'avez demandées. Et combien de ces bombardiers stratégiques les Russes avaient-ils? Et combien ont été touchés? Comme indiqué dans le Military Balance, il s'agit de la base de données de l'Institut international d'études stratégiques, un centre d'analyse basé à Londres. Avant l'attaque ukrainienne, les Russes disposaient de 54 Tu, 22 Mo-3, et de 58 Tu, 95 même. Comme le souligne le rapport, il n'est pas clair combien de ces avions étaient opérationnels, car en Russie, les vieux avions ont longtemps été stockés et démontés pour des pièces détachées. À ce sujet, il est noté que la perte de dizaines d'avions à long rayon d'action, essentielle pour la Russie et ses attaques contre l'Ukraine, portera un sérieux préjudice à la puissance militaire russe. Le fait est qu'en Russie, on ne produit plus d'avions Tu-95 MES et Tu-22 M3, qui figuraient parmi les appareils endommagés. Ces attaques constituent une victoire significative du programme ukrainien de frappe en profondeur, qui utilise des drones pour frapper des cibles importantes sur le territoire russe. Eh bien, pour évaluer l'ampleur des dégâts, il faudra bien sûr du temps. Apparemment, il s'agit d'un coup important porté aux capacités de l'aviation à long rayon d'action de la Russie. Mais encore une fois, il faudra attendre un certain temps pour que l'on puisse compter précisément, grâce aux images satellites d'Azantera, combien d'avions ont réellement brûlé. Mais le chiffre important que je voulais souligner, c'est que la Russie avait en service 54 Tu-22 M3 et 58 avions, Tu-95 M. Mais selon le service de sécurité d'Ukraine, 41 avions ont été soit détruits, soit endommagés. Ou comme ils l'appellent, 34% de toute l'aviation stratégique. Donc, en additionnant approximativement ces chiffres, on arrive à ce résultat. C'est pourquoi ici, je mets des points de suspension. Les amis, donnez votre avis, vos conclusions sur cette situation dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche. Et n'oubliez pas de mettre un like.